Bonjour à toutes et à tous. On va démarrer cette table ronde dédiée à la question des 100 milliards et plus globalement la question de finance climat et de la mobilisation de la finance privée. Donc, je vais me présenter brièvement. Je suis Beryl Bouteille de l'Agence française de développement, mais aussi secrétaire générale d'IDFC, l'International Development Finance Club, qui regroupe 27 banques publiques nationales et régionales de développement. L'AFD assure la présidence et le secrétariat de ce club depuis 2017 et cette coalition de banques a pour objectif de travailler à l'alignement des flux financiers avec les objectifs de l'accord de Paris et les objectifs de développement durable. Aujourd'hui, à IDFC, donc c'est 27 banques publiques de développement, c'est 4 000 milliards d'actifs, 800 milliards d'investissements par an et à peu près 20% dédiés chaque année à la finance verte et climat. Donc, je suis ravie d'avoir été invitée à modérer cette table ronde sur les questions des 100 milliards de la finance climat. Et je suis aujourd'hui accompagnée de Pierre-Marie Dubreuil. Vous êtes directeur crédit export à la SFIL, filiale de la Caisse des dépôts. La SFIL a pour mission de développer les collectivités locales en France et de développer les crédits export et d'accompagner les entreprises françaises à l'export. En ligne, je suis avec Lamia Merzouki. Vous êtes directrice générale adjointe. Voilà, merci. Bonjour Lamia. Bonjour. Directrice adjointe de Casablanca Finance City Authority et coprésidence du réseau des places financières vertes FC4S. Je suis également avec Cécile Martin-Phipps, directrice à l'Institut de la francophonie pour le développement durable au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Et enfin, Tossi Mpanou. Vous êtes négociateur senior pour la République démocratique du Congo sur les questions de climat. Voilà, j'espère que vous êtes en ligne. Je ne vous vois pas, mais ok, merci. Donc on propose d'articuler cette table ronde autour de deux moments. Un premier temps sur la question des 100 milliards, ses enjeux, pourquoi on n'y arrive pas, mais aussi quelles sont les pistes et les initiatives pour mobiliser davantage la finance privée. Puis on élargira le débat sur les questions de finance climat au sens large et de la transition juste. Donc pour commencer sur la question des 100 milliards. Donc, vous savez, c'était un engagement de la COP en 2019 à Copenhague de mobiliser 100 milliards en faveur de l'action climatique dans les pays en voie de développement. Le dernier rapport de l'OCDE indique que nous n'y sommes pas. Nous sommes à 83,3 milliards, donc en hausse malgré tout par rapport à 2019, plus 3 milliards. Mais cette hausse est uniquement imputable au financement public. Et donc la finance privée reste un enjeu important à mobiliser, puisque jusqu'à maintenant, la finance privée mobilisée par la finance publique est plutôt en baisse. Donc je me retourne vers vous, Tossi, à quelques jours d'ailleurs de la COP27. Est-ce que vous pouvez nous présenter la situation actuelle? Quels sont les enjeux derrière la question des 100 milliards? Et à quoi doivent servir ces financements? Est-ce que ça fonctionne? Je me retourne vers l'équipe. Pour info, je vois que Tossi n'est pas en ligne avec nous. Hein. Alors, il nous manque, je sais pas si vous entendez. Il nous manque une personne. Est-ce que l'équipe technique peut nous aider? Est-ce qu'on sait s'il va réussir à se connecter ou pas? Je ne vous vois pas parce que je suis à contre-jour. Il était là tout à l'heure. Dans 5 minutes, il arrive? Ok. Du coup, je vais me retourner vers vous, Lamia, pour que vous, en tant que coprésidente du réseau des places de finance verte, vous m'aidiez à dresser ce constat sur pourquoi on n'y arrive pas et plus particulièrement, quelles sont vos actions à vous pour structurer et accompagner les places financières et notamment la mobilisation de la finance privée. Merci Lamia. Bonjour à toutes et à tous, depuis Casablanca, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend très bien. Super, merci d'abord à Finance for Tomorrow et à Pauline pour l'invitation. Alors effectivement, tous les pays ne sont pas au même stade de développement.
au niveau africain. Et pour certains pays africains, en fait, la finance verte est encore une niche. J'aimerais peut-être partager justement ma petite expérience dans le cadre du réseau des centres financiers verts qui a été lancé il y a 5 ans en terre africaine à Casablanca. Juste quelques mots sur ce réseau. En fait, c'est le réseau mondial, le FC4S, donc Financial Centers for Sustainability Network. C'est le réseau mondial des centres financiers verts qui a été fondé par la présidence du G7 en partenariat avec les Nations Unies. Il représente aujourd'hui plus de 80% des marchés financiers mondiaux avec une quarantaine de membres à date. Et son objectif est de verdir les systèmes financiers dans le monde et également de canaliser les fonds vers les différents continents. Et ce qu'il y a d'intéressant, pour les centres financiers, puisque je représente aussi Casa Finance City aujourd'hui, et ce pourquoi c'est un échelon qui est pertinent pour accélérer la transition, c'est parce que ce n'est pas seulement un regroupement de banques ou d'assureurs ou d'asset managers, c'est vraiment l'écosystème qui consolide tous ces acteurs en synergie et qui regroupe également les régulateurs. Alors, il y a près de 5 ans, nous avons lancé le chapitre africain du réseau des centres financiers verts, que nous avions d'ailleurs eu l'honneur, en tant que Casa Finance City, de piloter au départ, parce que nous étions la seule place financière africaine membre du réseau des centres financiers verts. Et à l'époque, nous avions fait beaucoup de desk research pour savoir où en était chaque marché africain dans le développement de la finance durable. Et comme vous le savez, je pense que ce matin, ça a largement été évoqué, la data et il y a une problématique au niveau de la disponibilité de la data et c'est encore plus vrai évidemment au niveau africain. Donc on a pris notre bâton de pèlerin et on s'est déplacé avec des experts, notamment des Nations Unies, pour aller tester sur le terrain l'appétit d'un certain nombre de pays africains pour la transition. On est allé voir la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria, le Rwanda, on est allé au Caire et dans d'autres pays. Et puis, donc 5 ans plus tard, on a été rejoint par 5 villes africaines qui ont montré de l'intérêt et qui sont maintenant membres du réseau des centres financiers verts et qui sont donc Abidjan, Lagos, Kigali, Nairobi et le Caire. Mais ça a été quand même compliqué dans le sens où il y a une vraie différence de maturité entre pays. Et dans certains pays, c'est vraiment pas une priorité, ou en tout cas, on a eu du mal à avoir l'écoute nécessaire. Je vois que de toute façon, Tossi nous a rejoint, donc je le laisserai peut-être rebondir ensuite. Je réponds à votre question, mais je laisserai rebondir ensuite sur pourquoi les fonds n'arrivent pas. Enfin, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Il y a déjà le système de accountability qui doit absolument être mis en place pour pouvoir voir ces fonds arriver justement dans les pays, notamment en Afrique. Et puis nous, en Afrique, on en a surtout besoin sur la partie adaptation. Or, le plus gros a été plutôt fléché vers de l'atténuation et notamment vers l'Asie, parce que c'était pour tous les pays émergents. Alors maintenant, ce qu'on a mis en place, nous, au niveau du FC4S depuis quelques années, c'est un dispositif avec 3 outils principaux pour progresser dans la finance verte. Et ces outils sont financés partout dans le monde, sont utilisés partout dans le monde, mais aussi en Afrique. Et notamment, je vous parlerai donc de 3 outils. Et le 3e a été dédié au continent africain. Alors d'abord, notre premier outil, qui est un peu l'outil fer de lance, c'est ce qu'on appelle le Assessment Programme, pour lequel d'ailleurs Finance for Tomorrow a largement participé à travers le travail remarquable de Pierre Ducré à l'époque, de Maria Scollan, de Anne-Claire Roux. Et ça, c'est un questionnaire qui est envoyé annuellement à chaque partie prenante de tous les secteurs, de tous les centres financiers, tous secteurs confondus, et qui permet de voir où en est la finance verte dans chaque centre financier. La philosophie derrière cet outil, c'est qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer. Et c'est pour ça, encore une fois, que la data est très importante. Et en fait, cet outil est unique dans le sens où, pour la première fois dans l'histoire de la finance verte, on présente de manière holistique et mondiale des éléments à la fois quali et quanti sur la dynamique de marché de la finance durable. Et on publie de manière globale, anonyme et consolidée les résultats du questionnaire d'évaluation, mais on envoie aussi le rapport en fait de manière individualisée. Et ça, on le fait dans une perspective de progression, dans le sens où chaque centre financier peut voir où il en est par rapport à la moyenne. Et ça nous permet aussi de venir en soutien à certains centres financiers qui le souhaitent. Et du coup, même pour certains centres financiers, ça devient carrément un outil de pilotage stratégique de la finance durable. Et c'est un catalyseur, même un catalyseur de réforme qui va aller pousser les acteurs
les différentes parties prenantes à accélérer les réformes. Le deuxième outil que nous avons mis en place, c'est une feuille de route, en fait la Sustainable Finance Roadmap, qui est un peu un modèle, avec toutes les composantes du secteur financier, banques, assurances, marché des capitaux, régulateurs, évidemment tous les prestataires de services avec notamment la partie talent pool, donc formation, etc. Et là, on a eu un véritable intérêt de la part des pays africains parce que beaucoup se demandaient mais par quoi commencer? Et du coup, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Rwanda ont pris le modèle du FC4S qui a aussi été inspiré juste en partie par la feuille de route du Maroc qui avait été faite à l'époque au moment de la COP22 à Marrakech. Et ici, le premier outil, qui est le Assessment Tool, le Assessment Programme, est très utile parce qu'il est un input pour cette feuille de route. Ensuite, le troisième outil, qui est plus récent et qui est spécialement dédié au continent africain, c'est le SDG Pipeline Builder. Et là, il a été conçu réellement pour mobiliser plus de finances privées. Et donc là, il s'agit de quoi? Il s'agit de bâtir une cartographie des projets verts d'une part et de fournir d'autre part un pool d'investisseurs internationaux qui seraient intéressés par les projets de développement durable en Afrique. Et donc de faire un matchmaking entre les deux. Et donc tous ces outils, évidemment, s'adaptent à chaque contexte. En tout cas, on a vu une vraie mobilisation de la part des pays africains membres, mais c'est vrai qu'il y a tous les autres pays africains. Et nous, on ne peut pas forcer les pays à mettre en place ces outils, on peut juste encourager et accompagner cette mise en place. Voilà pour ma part ce que je voulais dire sur ce qu'on a développé au FC4S. Merci beaucoup, Lamia. Du coup, je reviens vers vous, Tossi Mpanou, en tant que négociateur climat pour la République démocratique du Congo. Donc à quelques jours de la COP27, est-ce que vous pouvez nous aider à compléter le constat sur l'enjeu des 100 milliards? Pourquoi on n'y arrive pas? Quels sont les enjeux derrière cette question, notamment en perspective de la prochaine COP, et notamment quels sont les enjeux pour les pays africains? Merci. Merci, désolé du petit couac que j'ai eu au départ. Donc les 100 milliards de dollars, nous on aime à répéter qu'il s'agit d'un chiffre rond, il s'agit d'un chiffre politique qui a été balancé sur la table par Hillary Clinton en 2009 à Copenhague lors de la COP 15 et que ce n'est en rien un chiffre qui est en adéquation avec les besoins des pays en développement. Le groupe des négociateurs africains estime qu'il faut en fait entre 750 et 1300 milliards de dollars par an pour pouvoir aider les pays en développement à pouvoir faire face aux effets néfastes du changement climatique et pouvoir faire un saut qualitatif vers un développement moins carboné. Alors, on a une unité de mesure sur laquelle on se base annuellement, c'est le fameux rapport de l'OCDE sur les tendances agrégées du financement climatique fourni et mobilisé par les pays développés. Et que nous apprend ce rapport? Je pense que Lamia l'a souligné tout à l'heure, déjà que les 100 milliards de dollars n'ont pas été atteints en 2020. 83,3 milliards de dollars ont été atteints et ce montant, en fait, a fait la part belle à l'atténuation. Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre? Alors que beaucoup de pays africains ont une faible capacité à réduire les gaz à effet de serre parce qu'ils sont faiblement industrialisés, ils polluent pas beaucoup et ils sont sur des croissances haussières en termes de démographie, en termes de développement économique. Donc, leur demander de réduire leurs émissions, c'est une démarche qui est assez difficile, à moins bien sûr qu'il y ait l'accompagnement nécessaire. Or, comment se structure cet accompagnement? Le gros, c'est des prêts. C'est vrai que certains sont concessionnels, mais d'autres ne le sont pas, puisque 71% du financement climatique mobilisé donc en 2020, c'était du prêt. 26% c'était des subventions, du don, mais c'est un peu cynique que pour faire face à un changement climatique que vous n'avez pas créé, puisqu'il a été essentiellement créé par les pays développés, les pays émergents, vous deviez ensuite emprunter de l'argent. Et cela crée un véritable problème puisque ça crée un problème de soutenabilité de la dette et ça crée également un problème en termes de ressources qui pourraient être allouées à d'autres secteurs économiques et sociaux. Mais cela dit, il faut qu'on soit proactif, il faut qu'on soit positif. Et donc, on voit comment pouvoir accéder à ce financement. Mais ce financement est pour 42% aller vers l'Asie,
26% seulement vers les pays africains. Il est allé beaucoup vers les pays émergents et on sait que l'Afrique compte en son sein le gros des pays les moins développés. Et donc, ce financement climatique n'est pas forcément en train de servir ceux qui en ont le plus besoin, mais sert beaucoup ceux qui ont une capacité à accéder à d'autres sources de financement traditionnelles qui ne consistent pas en ce financement climatique qui est ce saint Graal auquel nous voulons tous accéder. Il faut également tenir compte d'une chose, c'est que on ne comprend pas très bien les méthodologies qui sont appliquées par l'OCDE. On voudrait avoir une bonne compréhension de la consistance de ce financement climatique pour pouvoir mieux nous y adapter et pouvoir y accéder. Nous savons par exemple que ce financement climatique contient en son sein notamment des subventions aux exportations. Donc, est-ce vraiment du financement climatique ou est-ce un pays développé qui veut aider un de ses secteurs à prospérer et à faire des exportations vers un pays en développement? Donc pour nous, le financement climatique est là. Il faut pouvoir, bien sûr, mettre en place en interne des réformes. Il faut essayer de développer une capacité d'absorption pour l'attirer vers soi. Il faut développer des leviers pour que le secteur privé puisse prendre le relais, pour pouvoir faire du cofinancement. Mais il reste difficilement accessible pour nous. Et nous voulons que nous puissions déjà nous projeter en avant pour pouvoir initier une discussion sur l'objectif de 2025 qui vise à adopter un nouvel objectif pour ce financement en faveur des pays en développement. Et nous espérons que ce financement-là, qui sera adopté en 2025, sera un financement qui sera plus en adéquation avec les besoins réels des pays en développement et qui ne consistera pas en un chiffre rond comme 100 milliards, 200 milliards, 150 milliards, mais véritablement un chiffre qui soit en alignement avec les besoins des pays. Merci beaucoup, Tossi. Vous avez soulevé la question de l'accès aux ressources et des différents produits financiers. Donc je me retourne vers vous, Pierre-Marie Debreuil, au sein de la SFIL. En quoi les solutions de crédit export peuvent-elles contribuer à l'atteinte justement des objectifs climatiques dans les pays en développement ? Oui, merci. Donc on part d'une situation où en fait, pour l'instant, le financement disponible n'est pas au niveau attendu. Et donc la question à laquelle on peut essayer de répondre, c'est effectivement est-ce que le crédit export peut constituer une source additionnelle de financement pour faire augmenter cette somme. Sachant qu'aujourd'hui, dans les 83 milliards, le crédit export compte pour une partie, mais absolument négligeable. Hein, c'est moins d'1 milliard. Voilà. Et précisons-le tout de suite, effectivement, le crédit export ne peut pas être la solution majoritaire, puisque en fait, il y a tellement de situations différentes dans l'ensemble des pays, notamment en termes de capacité d'endettement, qu'il faut tenir compte de cette spécificité. Au départ, le crédit export, ce n'était pas un outil d'aide à la transition climatique, ni d'aide au développement. Hein. C'était effectivement un produit qui a été développé par les pays industrialisés pour soutenir leur industrie. Voilà. Donc, et qu'est-ce qu'ils font en fait? C'est-à-dire que quand un client achète des équipements dans le pays, à ce moment-là, le pays de l'exportateur accepte de garantir le remboursement du prêt qui a été contracté pour acheter cet équipement. Donc pour des emprunteurs qui sont avec un risque qui représente un risque de crédit important, le fait qu'il y ait cette garantie de l'État de l'exportateur permet d'attirer du financement privé. Et donc ça, c'est, je pense, quand même le rôle du crédit export dans notre sujet de transition climatique et de développement, c'est d'attirer du financement privé et sur des durées longues, puisque le crédit export, c'est des durées de 10-15 ans. Et parmi les biens qui peuvent être achetés, on a plein d'équipements qui sont tout à fait utiles, aussi bien sur la partie atténuation qu'adaptation. Donc on est sur du transport public, on est sur des réseaux électriques, du matériel de réseau électrique, du matériel de production d'électricité, du matériel pour construire des réseaux de distribution d'eau ou d'assainissement. Pour vous donner des exemples concrets, le Bénin va élargir son réseau électrique et donc sa couverture de sa population
avec du crédit export financé sur 12 ans, où l'Angola, dans la capitale qui est Luanda, le financement de son réseau d'eau est pour mix du financement multilatéral et pour l'autre partie du crédit export, encore une fois pour des maturités de 10-12 ans. Voilà. Donc on voit qu'on est effectivement sur une partie du marché, on est sur une partie plutôt des gros projets, dizaines de millions d'euros, voire plus. Voilà. On est donc effectivement plutôt sur des emprunteurs ou des bénéficiaires qui ont une capacité d'endettement. Donc voilà, donc en fait, je pense qu'il y a un sujet aussi de discrimination, c'est-à-dire d'orienter les dons vers les pays qui en ont le plus besoin et d'orienter les produits de type crédit export vers des pays qui peuvent se permettre d'augmenter, ou des emprunteurs qui peuvent avoir une capacité d'endettement. Voilà. Peut-être un dernier élément sur ce sujet, c'est est-ce qu'on peut rendre le crédit export plus adapté quand il s'agit de projets durables? C'est-à-dire que on ne regarde pas le sujet industriel du côté du pays exportateur, mais là on regarde l'objet du financement. C'est-à-dire, voilà. Et donc de dire, pour les projets durables, à ce moment-là, les caractéristiques financières doivent être plus attractives. Voilà. Alors, au niveau de l'OCDE, le crédit export, c'est quelque chose qui est effectivement organisé au niveau de l'OCDE. Et il y a peut-être 3 pistes de réflexion que je voudrais lancer. La première, elle est sur la durée de remboursement. Voilà. J'ai parlé de réseau d'eau, on parle de 10-12 ans. Dans les faits, un réseau d'eau, on peut très bien le financer à 40 ans, vu la maturité, vu l'amortissement économique du matériel. Donc en fait, on pourrait très bien, alors je ne dis pas qu'il faut passer directement de 12 à 40 ans, mais on pourrait très bien imaginer des prêts beaucoup plus longs, et on voit bien que là, le côté charge de remboursement, il est étalé sur beaucoup plus de temps. Voilà. Par contre, et c'est ça ma deuxième piste, il ne faut pas que le fait qu'on augmente la durée du financement, ça augmente le coût du financement. Donc il faut qu'on travaille aussi sur les primes qui sont payées associées au financement pour que le fait que l'augmentation de la durée, le bénéfice de l'augmentation de la durée ne soit pas annulé par l'augmentation de la prime. Donc ça, c'est un deuxième axe, sachant que ça serait uniquement pour les projets ou les biens qui contribuent au changement climatique. Donc il y aurait en fait, et c'est l'arrangement OCDE le permet, un accord sectoriel sur ces projets-là. Et enfin, le troisième sujet, c'est le sujet, je dirais, du transfert, je dirais, d'activité. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, le crédit export, c'est pour financer quelque chose qui est fait dans un pays tiers. Mais on peut aussi financer quelque chose qui est fait dans le pays bénéficiaire. Aujourd'hui, pour un crédit export, vous pouvez financer 100 qui est fait donc de l'exportation, et vous pouvez financer 50 qui est fait dans le pays où le projet est réalisé. Historiquement, c'était 30, c'est passé à 50. Je pense que pour les projets durables, on pourrait monter cette proportion à des montants plus importants. Je donne l'exemple, par exemple, d'un projet comme, par exemple, du matériel ferroviaire, où vous pouvez avoir des livraisons de matériel ferroviaire qui sont prévues sur 10 ans. Les premières livraisons ont une composante export qui est majoritaire, mais au cours des 10 années, ensuite, de plus en plus, en fait, le matériel ferroviaire est fabriqué dans le pays, et en fait, la part du financement qui finance l'activité dans le pays passe au-dessus de 50% et voit atteindre 100% du projet. Voilà. Donc, voilà les 3 axes qu'on peut envisager pour, je dirais, augmenter le volume et la pertinence du financement export pour la transition climatique. Merci beaucoup Pierre-Marie. On continue avec vous, Cécile, toujours dans l'accès aux financements internationaux. Donc au sein de l'OIF, pouvez-vous nous expliquer comment vous accompagnez les acteurs, notamment des pays francophones, à accéder à ces financements? Merci beaucoup, Beryl. Alors, je vais reprendre effectivement un peu le constat qui a été fait par mes prédécesseurs et notamment par Tossi. On a vu effectivement progressivement au fil des conférences et des sommets mondiaux, le financement du développement s'est
complexifié pour devenir aujourd'hui un des enjeux majeurs des prochaines décennies. Il y a plusieurs mécanismes publics d'accès à la finance climat et ils se sont diversifiés. On a le Fonds pour l'environnement mondial, le Fonds d'adaptation, le Fonds vert pour le climat et plein d'autres, notamment à travers les banques de développement comme la vôtre. Mais l'accès à ces fonds, c'est toutefois avéré assez complexe, notamment pour les pays francophones, en raison principalement de la barrière linguistique déjà, et puis aussi de la haute technicité requise pour monter ces dossiers, des dossiers solides et bancables, comme on dit. Et à titre d'exemple, les 10 pays francophones du bassin du Congo, qui est quand même le premier écosystème mondial de séquestration du carbone, ne représentent qu'environ 0,8% des financements accordés par le Fonds vert pour le climat depuis sa création. Donc là, il y a effectivement un enjeu, le constat d'un enjeu. Et c'est vrai que la crise de la Covid-19, les différentes catastrophes naturelles qu'on a pu voir ces dernières années, et en même temps aussi les avancées de la 26e conférence des parties sur le climat, ça a insufflé une nouvelle dynamique de la finance durable que je salue, qui mobilise davantage l'aide publique au développement, mais aussi et surtout vous, les banques de développement, mais également le secteur privé, à travers différents fonds d'investissement, les fondations, les caisses des dépôts, les autres bailleurs de fonds. Et cette dynamique est toutefois essentiellement, en tout cas c'est ce qu'on remarque, portée au sein et par les pays anglophones. Et en moyenne, par exemple, ces mécanismes francophones de cette nature ne représentent qu'environ 8 à 10% du volume global. Donc c'est pour ça qu'à la francophonie, nos États membres nous ont demandé justement de nous saisir de cette question pour en faire un enjeu central et une priorité. Et pour ce faire, nous sommes en train de mettre en place un pôle francophone d'accès à la finance climat qui va avoir 4 objectifs principaux. Le premier, c'est déjà de fluidifier l'information à la finance durable. L'accessibilité des procédures de ces mécanismes et guichets de finance durable n'est pas très aisée pour nos pays, notamment les pays francophones. L'IFDD, du coup, développe déjà des guides, des manuels de formation, organise des cours en ligne avec le Fonds pour l'adaptation, par exemple, mais aussi avec le GCF, le Fonds vert pour le climat. On organise des formations aussi en présentiel au profit des autorités nationales désignées des pays membres. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'aller plus loin là-dedans, d'identifier, de collecter, de diffuser toute documentation pertinente sur le sujet. Et on sait que les entités telles que le NDC Partnership le font, mais tout est en anglais. Donc le dialogue est en cours pour voir comment on peut faire en sorte que cette information soit aussi accessible dans d'autres langues que l'anglais. Et puis l'idée, c'est aussi de produire et vulgariser des supports d'information adéquats sur toutes les plateformes qui existent et sur tous ces mécanismes. Et puis initier aussi peut-être un audit sur l'accessibilité en français des différents guichets de financement internationaux. L'idée, c'est peut-être de développer un outil d'autodiagnostic pour les porteurs de projets publics et privés sur l'éligibilité de leurs projets aux différents guichets de la finance durable, de façon à leur donner un premier aiguillage et un accompagnement un peu plus adéquat. Et deuxièmement, le deuxième objectif, c'est bien sûr de former aussi les cadres de nos gouvernements et États membres au montage de projets bancables. Donc là, par exemple, en sa qualité de partenaire de mise en œuvre du Fonds vert pour le climat, l'Institut de la francophonie pour le développement durable accompagne déjà quelques pays membres à développer et soumettre des projets qu'on appelle de readiness. Donc c'est le Bénin, Haïti, le Tchad et la République de Centrafrique, et qui ont déjà soumis leur dossier avec succès. L'idée, c'est d'aller un peu plus loin encore dans cette démarche-là, et puis de renforcer encore les compétences, bien sûr, de nos États membres pour maîtriser ces différentes règles et procédures d'instruction de gestion de projet, ces financements internationaux qui ne sont pas forcément toujours très aisés. Troisièmement, l'idée, c'est aussi de travailler sur les cadres réglementaires aussi pour améliorer la notation financière de nos pays. C'est important. Et finalement, je crois que au niveau de la francophonie, une des forces de la francophonie, c'est aussi son esprit de partenariat et de solidarité entre des pays, 88 pays quand même, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, qui peuvent ensemble trouver des solutions innovantes dans un cadre pour un plan d'action un peu ambitieux et pour briser un peu tous ces silos et faciliter l'accès à la finance durable.
Merci beaucoup, Cécile. Donc, en résumé pour ce premier tour de table, donc il manque 17 milliards sur les 100 milliards promis en 2009. La majorité des financements va à l'atténuation et va dans les pays émergents, ce qui pose, vous l'avez dit aussi, la question de justice climatique pour les pays qui aujourd'hui n'ont que peu participé au dérèglement climatique. La finance privée mobilisée est encore largement insuffisante, même si des initiatives et des solutions existent. Vous l'avez rappelé, Lamia, ça passe d'abord par une cartographie, par l'accès à la data, par des solutions de marketplace et de matchmaking entre les projets et leur financement, par des produits financiers adaptés, à la fois au profil de l'emprunteur ou du bénéficiaire, mais aussi des profils taux durée ou prime durée adaptés aux sous-jacents. Des procédures adaptées également, vous l'avez rappelé Cécile, ainsi que du renforcement de capacité, des formations et bien sûr un cadre réglementaire. Mais au-delà de la question des 100 milliards, finalement, pour élargir un peu le débat, on sait qu'il faut mobiliser beaucoup plus pour financer la transition énergétique. On parle de 4 000 milliards pour l'atténuation et 1 000 milliards pour l'adaptation. Donc comment, selon vous, on peut réorienter l'ensemble des chaînes financières, publiques et privées, vers les objectifs de l'accord de Paris, et tout cela au service d'une transition juste. Et donc aussi, je me retourne à nouveau vers vous, pour que vous nous rappeliez les enjeux de la transition juste sur le continent africain. Est-ce qu'on peut augmenter le volume? Aussi, tu es sur mute, je pense. Vous êtes votre... Oui. Oui, merci Cécile. Oui, je disais, tout le monde doit faire sa part pour contribuer à l'effort global pour atteindre l'objectif de limitation de température à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Mais il faut que cet effort également soit juste et équitable. Donc, lorsqu'on demande à des pays en développement de s'inscrire dans une démarche de transition énergétique ou transition écologique, quelquefois on se pose la question de savoir, mais comment faire une transition lorsqu'on n'a déjà pas beaucoup d'accès à l'énergie? Donc, transiter vers d'où vers où? Lorsque vous avez un taux d'accès à l'électricité, comme dans mon pays, de 10%, 100 millions de personnes, de Congolais, ont seulement accès à 10% d'électricité, 15% dans d'autres pays, 30% pour la moyenne africaine. Pour nous, l'objectif, c'est véritablement de d'abord atteindre l'accès universel à l'énergie, quelle que soit la source de cette énergie, qu'elle soit propre, qu'elle soit brune, qu'elle soit grise, que ce soit de l'hydroélectricité, que ce soit du solaire, de l'éolien, de la géothermie, de la biomasse ou du gaz, c'est d'abord atteindre les 100% d'accès à l'électricité. Ensuite, essayer de voir comment s'inscrire dans une démarche extrêmement utile, extrêmement importante, celle de l'efficacité énergétique. Parce que beaucoup de problèmes d'accès à l'électricité proviennent de la déperdition de l'énergie, de réseaux qui ne sont pas efficients. Et donc, il faut voir comment s'assurer qu'on puisse, une fois qu'on a un bon accès à l'électricité, s'assurer qu'on ait des bâtiments à énergie positive, qu'on ait des bâtiments qui sont efficients avec une bonne exposition à la lumière et tout ça. Et donc, on peut s'inscrire ensuite dans cette démarche d'efficacité énergétique. Et enfin, une fois qu'on aura relevé ces deux défis de l'accès universel à l'électricité, à l'énergie et de l'efficacité énergétique, ensuite aller dans le verdissement de nos mix énergétiques, s'assurer qu'effectivement notre électricité, lorsqu'elle est produite, ne puisse pas générer des émissions de gaz à effet de serre. Alors ça, c'est une projection que nous faisons et il peut avoir une accélération dans cette démarche dès lors qu'il aura un accompagnement adéquat
en termes de financement, bien entendu. Il faut qu'on comprenne que le changement climatique est la première question à solidarité mondiale obligatoire et qu'il ne s'agit pas d'être en compétition les uns avec les autres, mais c'est vraiment comment, à travers mon appui, je peux aider un autre pays à faire mieux pour notre bien collectif qui est la planète. Donc voilà un peu comment peut être résumée notre perspective sur la question. Merci Tossi. Vous soulevez la question importante des trajectoires des pays. Et Lamia, justement, en tant que coprésidente de ce réseau des places financières vertes, est-ce que vous pouvez nous donner aussi un peu plus de perspective de ce que vous voyez dans votre réseau, des enjeux de la transition juste, et comment un réseau comme FC4S peut justement permettre de créer des cadres adaptés à cette transition juste dans les différents pays de vos opérations? Alors justement, pour rebondir sur ce que disait Tossi, par rapport à la transition énergétique, et comme vous le savez, et peut-être au risque de me répéter sur ce qui a déjà été dit sur l'Afrique, c'est quand même le continent le moins pollueur, le plus vulnérable au changement climatique, et celui qui représente le maillon le plus faible de la finance verte. Comme vous savez, on capte moins de 5% de la finance verte globale. Et c'est enfin en même temps, et ça me paraît la chose la plus importante, c'est le continent qui a le plus grand potentiel de faire ce fameux leapfrog, ce saut qualitatif, pour pouvoir réaliser directement des investissements verts. Et donc je me dis, et je me retourne aussi vers Tossi, c'est dommage de dire que nous, pour aller vers plus évidemment, d'électricité, énergie, etc., c'est quelles que soient les énergies. Je pense qu'on peut avoir la capacité de faire ce leapfrog et on peut leverager un certain nombre d'investisseurs internationaux qui ont de l'appétit pour aller investir dans ces projets-là durables. Donc, je pense qu'il faut qu'on le fasse. Alors maintenant, par rapport à votre question sur, disons, comment nous aussi, la perspective, notamment au niveau de tout ce qui est réglementaire, j'aimerais bien apporter justement la perspective africaine. Par rapport aussi à la perspective FC4S qui est mondiale. Comme vous le savez, l'une des grandes priorités du FC4S, c'est la convergence des réglementations et des taxonomies, parce que de toute façon, sans ça, clairement, et tout le monde le sait, la mobilisation du capital est bloquée. Parce qu'un investisseur doit avoir la définition de ce qui est vert et de ce qui ne l'est pas. Donc maintenant, en même temps, en tant qu'Africains, nous on dit attention, parce que dans certains pays qui ne sont même pas les plus pollueurs, la réglementation européenne sur le green a pu avoir des impacts néfastes. Je vous donne un exemple. Prenez un pays qui dépend encore du charbon pour son électricité parce qu'il n'a pas encore eu les moyens de convertir son outil de production et qui, du coup, va se voir refuser la réassurance de sa centrale. Si l'outil n'est pas assuré et réassuré, il est juste à l'arrêt. Ça veut dire plus d'électricité, perte d'emploi, le pays ne peut plus fournir à sa population un des besoins fondamentaux. Et donc, est-ce que vous pensez que c'est juste? Est-ce que c'est durable? Et donc, si on n'accompagne pas tous ces pays-là, on va avoir des impacts indirects qui peuvent mener à des crises graves. Je force peut-être le trait, mais vraiment, je pense que c'est important de le souligner. Et donc, ce qui peut sembler être une règle simple à mettre en œuvre dans une économie mature peut complètement compromettre le développement des pays dont on parle. Et donc, par rapport à ces impacts indirects, ce qu'on appelle, nous, les unintended consequences, les conséquences imprévues, je pense qu'il est vraiment important de les identifier, de les anticiper en amont et de voir comment adapter les réglementations aux spécificités. Et en parallèle, mettre en place du renforcement de capacité pour accompagner ces pays-là. J'ai donné l'exemple d'une centrale à l'arrêt, mais ça peut être juste le fait d'avoir un coût de la réassurance ou un coût du capital qui devient élevé. Et donc, comment on fait pour gérer cela? Effectivement, M. Dubreuil a parlé d'un certain nombre de pistes, dont la durée plus longue de remboursement, un capital qui est plus bas. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, justement, parce qu'il y a ces réglementations mondiales, aujourd'hui, les coûts de la dette et les primes sont plus élevés. Alors attention, moi je suis moi-même une fervente défenseuse du développement durable et je suis une grande partisane de l'harmonisation des réglementations.
et d'ailleurs, je pense encore une fois que pour les nouveaux projets, dans le continent africain, et comme l'Afrique peut faire ce fameux leapfrog, on pourrait considérer d'aller directement vers le vert et de ne plus investir dans des projets qui soient pas durables. La question, c'est déjà comment traiter l'existant. Et donc, on a besoin d'adapter ces réglementations. Et je pense que ce matin, Thierry Déaut a parlé beaucoup de solutions. Solutions, c'est le mot-clé. Il y a justement par rapport à ça, il y a une solution, c'est la pratique internationale qui est déjà bien établie, qui est l'équivalence technique. Technical equivalence, mais même la reconnaissance mutuelle. Et donc, on pourrait trouver un ratio qui soit acceptable pour tous. On pourrait dire, par exemple, qu'un actif est vert si il remplit 100% des critères d'éligibilité en Europe, alors que dans certains pays d'Afrique, il peut remplir 70% de ces critères et c'est OK, parce que le pays en question n'est pas pollueur, ou en tout cas beaucoup moins que des pays développés. Et en parallèle, il y a vraiment là clairement un aspect accompagnement à mettre en place, et là le FC4S travaille là-dessus, sur le renforcement de capacité notamment. Je pense qu'il y a une action régionale et même multilatérale à mettre en place. Voilà. Merci beaucoup Lamia. Donc on parle de trajectoire différenciée et bien sûr d'accompagnement des acteurs à la transition plutôt qu'au désinvestissement. Je vais me retourner à nouveau vers vous, Pierre-Marie, pour donner votre perspective de la transition juste dans vos différentes géographies d'intervention. Effectivement, donc SFIL intervient dans ces activités à la fois en Europe, en France, mais aussi donc dans les pays en développement. Et je pense que effectivement l'approche est complètement différente selon les deux types d'économies. Et d'ailleurs, c'est très clair si on regarde les trajectoires de l'Agence internationale de l'énergie. C'est-à-dire que à 2050, c'est la neutralité carbone universelle, on va dire. Mais par contre, si on prend un point d'horizon plus proche qui est 2030, 2030, ce qui est très clair, c'est que une économie comme celle du continent européen, elle doit avoir baissé ses émissions de 25%. Ça, c'est clair. Voilà. Et ensuite, à l'inverse, des économies comme celle du continent africain, elles auront des émissions qui auront augmenté dans des proportions comparables à la baisse du continent européen, du fait de la croissance économique et de la croissance démographique. Donc, pour nous, en tant que banque publique, l'un des premiers enjeux, c'est quand on intervient sur nos marchés domestiques, d'être au maximum en ligne avec l'outil taxonomie européenne pour que dans la transition, la part, je dirais, des économies développées pour ce qui concerne la réduction des émissions, celle-là, elle soit atteinte, c'est sûr. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, le frein que je vois à l'apport de financement privé sur des projets dans des pays, sur des projets durables dans des pays en développement, je pense que c'est une question de risque crédit. Parce qu'il y a quand même un gap réel entre d'un côté une épargne qui souhaite se mobiliser sur des projets qui font qui ont un sens à la fois économique mais aussi écologique. Nous, SFIL, on développe un canal de financement soutenable qui est pour justement des investisseurs de ce type. Mais eux, ils sont dans une logique d'investir, je dirais, sur des ratings investment grade BBB+, ou au-dessus. Voilà. Et donc, du coup, il y a un vrai frein s'il n'y a pas une atténuation du risque crédit pour les projets. Aujourd'hui, quand on regarde les outils proposés, par exemple, par les institutions multilatérales pour attirer de la finance privée, ce sont plutôt des outils de type co-investissement ou cofinancement. En venant, voilà. Les garanties, c'est-à-dire les outils d'atténuation du risque de crédit pur, ne représentent que 20% des interventions des institutions multilatérales pour réduire le risque crédit. Le cofinancement ou le co-investissement, je pense que c'est dans la plupart des cas pas suffisant. Il faudrait au contraire développer ces outils d'atténuation du risque crédit, soit assurance crédit, soit garantie des premières pertes. Typiquement, c'est ce qu'a fait, là je vous ai parlé du projet à Luanda, c'est ce qu'a fait l'IBRD pour une partie du projet. Et donc du coup, ça a fait venir des banques européennes à côté du crédit export. Et donc je pense que ce sujet d'atténuation du risque,
est très important. Et d'ailleurs, rejoindrait les efforts mentionnés par Cécile pour augmenter les notations des pays. Merci Pierre-Marie. Je me retourne vers vous, Cécile, et pour bien gérer le temps de notre table ronde, je vais vous demander à la fois une réaction effectivement sur ce qui vient d'être dit, mais aussi peut-être un premier mot de conclusion de votre part sur finalement quelle pourrait être la priorité immédiate pour mobiliser la finance privée en faveur de la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement. Merci Beryl. Je crois que à la fois pour donner plus accès à la finance durable à nos pays, mais également pour aller vers une transition juste, il est vraiment urgent de briser plusieurs silos. Le premier, c'est le silo des acteurs étatiques et des acteurs non étatiques. Il y a besoin vraiment de créer des synergies entre les politiques publiques, les investisseurs privés et puis également l'apport de la société civile. Le deuxième, c'est le silo des investisseurs institutionnels et de l'aide publique au développement. L'idée, c'est de concilier vraiment la rentabilité, mais aussi aux externalités environnementales et sociales, ce qui n'est pas toujours fait. Et puis le troisième, c'est aussi le silo de la fracture de la neutralité carbone, qui se dessine réellement entre nos pays, en tout cas les pays francophones développés, et puis qui se donnent vraiment les moyens d'atteindre leurs objectifs, on le voit. Et ceux en développement qui semblent peiner à respecter des engagements, bon, aussi on a parlé, qui sont évalués de façon plus ou moins juste par les pays justement. Et ce silo doit être évité. Et l'idée pour nous, c'est véritablement de canaliser toutes ces synergies et de renforcer la solidarité, en tout cas au niveau des pays francophones, comme fondement réellement d'une création pour une vraie transition juste et une meilleure intégration aussi dans la communauté internationale. Merci Cécile. Je vais reposer la même question aux trois autres panélistes sur voilà, la première action, l'action prioritaire pour faciliter la mobilisation de la finance privée pour l'action climatique. Je ne sais pas qui veut se lancer. Lamia peut-être ? Avec plaisir. En tout cas, ce qu'a dit Cécile me parle. Moi, je verrais deux chantiers à mener en parallèle. D'abord, mettre en place un vrai système de accountability, de redevabilité. En fait, nous, encore une fois, en tant que pays africain, on est très inquiets à la veille de la COP27 parce qu'on voit évidemment que les flux n'arrivent pas vers l'Afrique. Et puis aussi qu'il y a plus de 80% de la finance mondiale qui n'est pas durable. Ça veut dire aussi que cette finance-là détruit probablement la planète. Et donc, il faut absolument que les engagements deviennent une réalité. C'est pour ça que je parle d'accountability, c'est-à-dire un système de redevabilité dans lequel j'espère, si les engagements ne sont pas réalisés, qu'il y ait des sanctions. Donc ça, c'est la première chose. Et puis en parallèle, pour pouvoir vraiment accueillir ces fonds dans chaque pays, je pense que c'est important de mettre en place des conditions cadres pour accueillir ces fonds. On a pu, par exemple, nous, à Casa Finance City, on a pu recevoir plusieurs fonds d'investissement qui travaillent sur les infrastructures durables en Afrique grâce à la mise en place d'un cadre spécifique, favorable et attractif. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait être déployé dans plus de pays. Voilà, pour moi. Merci beaucoup, Lamia. Je ne sais pas si Tossi, vous êtes encore en ligne avec nous. Peut-être un mot de conclusion de votre part ? Tossi, vous m'entendez ? Je ne sais pas si le son fonctionne. Sinon, Pierre-Marie, je vous laisse la main. Non, je pense qu'effectivement, le sujet des silos est un sujet, c'est-à-dire entre finances privées, finances d'aide au développement, etc. Donc là, je pense qu'il y a toujours un travail à faire. Et quand ça marche, ça donne des très belles réalisations, comme le projet dont je vous ai parlé. Et effectivement, ensuite... l'accountability, le sujet de la donnée, c'est-à-dire de pouvoir mesurer, c'est vraiment un bien commun, la donnée ESG, parce que tout le monde en a besoin. Donc effectivement, créer le cadre pour la récolter et pouvoir la suivre, c'est quelque chose de très important du côté des emprunteurs, car ça sera ensuite un critère pour les prêteurs. Voilà. Merci beaucoup. Tossi, une dernière
Dernière chance. Je ne sais pas si on a le temps, je me retourne vers l'équipe technique pour peut-être prendre une ou deux questions. Ah, toi aussi, allez-y. Ouais, allez-y, je vous en prie. Désolé, hein, ma question, ma connexion, malheureusement, est le reflet des difficultés auxquelles on fait face dans un pays en développement. Non, juste pour dire que j'abonde totalement dans le sens des trois autres intervenants. Je pense que la première des choses, c'est déjà changer le narratif, comprendre que le gros du financement climatique est déjà à notre propre charge en tant qu'État en développement, parce qu'on n'a pas tout le temps de faire un joli projet envoyé au Fonds vert, au Fonds pour l'adaptation, et que nous pouvons aller dans des partenariats publics-privés pour pouvoir rendre ce financement climatique autogénéré plus efficace. Je pense que la deuxième chose également, c'est qu'il faut on fasse montre de créativité, qu'on soit novateur et qu'on puisse, par exemple, travailler sur la notation de nos pays pour rendre la dette moins chère et pouvoir avoir accès à des outils comme des obligations vertes qui pourraient être émises et qui pourraient nous aider donc à financer des actions climatiques. La troisième des choses, je pense, c'est qu'il faut différencier entre secteur privé étranger et secteur privé au niveau national. Et pour pouvoir inviter le secteur privé au niveau national, il faut peut-être entreprendre certaines réformes, mettre en place certains incitants fiscaux, casser certains monopoles d'État qui sont inefficaces et essayer de mettre donc des réglementations et des régulations qui puissent servir d'incitatif au secteur privé. Je pense également qu'il faudrait qu'on fasse appel à plus de solidarité sud-sud. Certains pays en développement sont extrêmement prospères. Ils vont vers des investissements refuges en Occident. Il faudrait peut-être que certains de ces investissements puissent être fléchés vers nous, par étant des investissements qui peuvent également être relativement porteurs. Donc je pense que voilà quelques pistes qui pourraient nous aider à inviter le secteur privé dans nos économies. Merci beaucoup. Je pense qu'on a quelques minutes s'il y a une question dans la salle. Avant de conclure, oui. Je ne sais pas si on peut vous circuler un micro. Ça... Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Moi, j'avais une question justement en rapport au risque crédit à la notation et le président Macky Sall qui avait émis l'idée de créer une agence de notation panafricaine et que c'est quelque chose qui vous semble irait dans la bonne direction, pourrait justement créer quelque chose de favorable. Peut-être que cette question est pour vous, Tossi, sur la création d'une agence de notation panafricaine. Oui, je pense que ce serait une bonne idée parce qu'on ne peut pas constamment regarder l'Afrique à travers le prisme de Standard & Poor's, Fitch ou Moody's à partir d'un bureau climatisé de New York sans avoir mis les pieds en Afrique et palper la réalité du doigt. Mais c'est déjà quelque chose qui est en train d'être fait. Il y a une agence africaine basée en Côte d'Ivoire qui s'appelle Bloomfield Investment qui fait déjà ce travail. Et la critique qu'elle reçoit, c'est qu'elle a tendance à peindre une peinture qui soit un tout petit peu trop positive. Mais je pense que justement, c'est cela sa force, d'être sur le terrain et de véritablement percevoir le potentiel des pays. C'est une agence qui fait également des notations en monnaie locale, parce que cela a l'avantage de réduire le risque de change, qui est un risque que les pays en développement doivent assumer en plus du risque pays lui-même. Donc oui, le président Macky Sall est un homme qui a une belle vision et je pense que on gagnerait à avoir plus d'agences panafricaines qui font ce travail. Et je voudrais également dire que Bloomfield est surtout actif dans les pays d'Afrique francophone. Je ne sais pas s'il existe une agence comme celle également dans les pays anglophones, mais il faudrait qu'il y ait effectivement une agence qui puisse fédérer tous les pays africains vers une même compréhension du risque, que ce soit du risque au niveau du Maghreb, du bassin du Congo, de l'Afrique australe, de l'Afrique de l'Ouest.
Peut-être un commentaire là-dessus. Je pense que l'intérêt aussi de cette agence, ça serait de la partie, ce qu'on appelle aide à la notation. C'est-à-dire qu'en fait, avant de se faire noter, il faut remplir toute une série de critères, mettre en place des procédures internes, etc. Et je pense qu'effectivement, une agence panafricaine le ferait beaucoup mieux qu'effectivement à distance. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, allez-y. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant comme discussion. Je me demandais juste, pour revenir sur l'évaluation des besoins de financement des pays, quels seraient pour vous les outils principaux sur lesquels s'appuyer? Voilà, merci. Qui souhaite rebondir? Peut-être Lamia, puisque vous étiez sur des problématiques un peu similaires au travers du mapping et aussi de la cartographie des projets, donc des besoins. C'est ça, exactement. Enfin, l'outil dont j'ai parlé vient répondre exactement à la question posée. Le SDG, donc Sustainable Development Goals Pipeline Builder, c'est exactement ça, et qui est déjà en train d'être déployé notamment au Nigeria et aussi au Kenya. C'est le fait de cartographier de manière systématique tous les projets qui sont de développement, enfin, à vocation durable, d'une part, et de cartographier également les pools d'investisseurs nationaux, mais également évidemment internationaux. Et ensuite de faire le matchmaking. Donc, je pense que ce type d'outil qu'on a développé dans le cadre du FC4S avec l'aide de UNDP Sustainable Finance Hub, qui a lui-même travaillé avec le G20, le Sustainable Finance Working Group au niveau du G20, vient répondre, en tout cas partiellement, à cette problématique. Tout à fait. Si je peux me prononcer sur la question, juste dire qu'on peut également se baser sur le travail qui a été fait par les États qui ont soumis, dans le cadre de l'accord de Paris, des contributions déterminées au niveau national qui, pour la plupart, sont chiffrées. Ces contributions-là disent, par exemple, quelle est la part qui va être financée par les pays eux-mêmes et quelle est la part qui est conditionnée. Je pense que c'est un travail que beaucoup de pays ont fait dans la précipitation pour pouvoir répondre au rendez-vous de Paris. Et les pays gagneraient à avoir un appui dédié pour pouvoir emmener ce travail dans un plus haut degré de précision, de granularité, ainsi que d'identification de tel type d'investissement pourrait répondre à quel type de financement. Qu'est-ce qui devrait forcément être financé par du don, puisque ce serait un investissement sans perspective de retour sur investissement, un investissement à fonds perdu. Quel serait le type d'investissement qui pourrait bénéficier de prêts concessionnels? Quel serait le type d'investissement qui serait drivé par le secteur privé? Donc, il existe déjà les contributions déterminées au niveau national, ainsi que beaucoup de têtes bien faites et bien pleines, comme celle de Lamia, qui travaille également sur cette thématique. Donc, je pense que l'info est là. Maintenant, il suffit de la mettre en musique et voir comment l'utiliser. Et puis, si j'ajouterais juste, enfin, il y a des points focaux aussi par pays. Mais en tout cas, si la question c'est que vous voulez en fait avoir accès à l'information sur des projets verts, nous on est là, hein. On a accès à ce type d'information et donc n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Lamia est aussi assez d'accord justement. Il faudrait travailler sur ces stratégies de long terme au niveau des pays et après les traduire par secteur ont des besoins de financement. C'est effectivement ce que rappelait Tossi. Je vais peut-être... je vois qu'il me semble qu'il est l'heure. Ouais, on me fait signe. Donc déjà, je voulais remercier l'ensemble de nos panélistes aujourd'hui. Merci pour ces échanges. J'espère que vous avez apprécié. Je voulais également remercier l'équipe de Finance for Tomorrow, bien sûr, pour l'organisation de cette table ronde. Et peut-être vous partager quelques mots de conclusion sur cette promesse des 100 milliards, qui est une promesse importante, mais on a vu nécessaire, mais pas suffisante, mais qui permettrait certainement de débloquer une plus grande ambition pour tenir cette trajectoire vers les 1,5 degré à 2 degrés. L'ambition des pays, on vient d'en parler, et notamment des émergents,
mais ouvrir également le débat sur la finance post-2025, aussi vous l'avez évoqué, aller au-delà des flux nord-sud, mais peut-être aussi prendre en compte ces flux sud-sud. Et au sein d'IDFC, c'est bien notre sujet, en tant que club de banque nationale et régionale de développement. Je rappelle nos chiffres climat, c'est 224 milliards en 2021, et donc une majorité émanant des pays du Sud. Et bien sûr, redonner, et ça permettrait, cette promesse des 100 milliards, de redonner davantage de poids à cet objectif d'alignement des flux financiers avec l'accord de Paris. Et donc là, quelques pistes issues de nos échanges. Je retiens des cadres méthodologiques clairs, harmonisés entre la finance privée et la finance publique, mais qui tient compte aussi des spécificités locales, pour donner à la fois confiance et assurer la transparence, mais aussi des formations et du renforcement de capacités pour l'accès à la finance internationale, et certainement aussi une meilleure architecture des modèles de financement, y compris dans le partage du risque, on l'a évoqué avec Pierre-Marie, pour mettre en synergie la finance privée et la finance publique. Voilà, ça sera mes mots de conclusion. Je vous remercie.